Bienvenue pour cette exploration approfondie des sources sur l'Irak. C'est un pays fascinant avec un passé millénaire et en même temps au cœur de bouleversements très récents, très forts. Tout à fait. On a pas mal de documents sous les yeux, hein, de l'histoire politique, des chiffres sur l'économie, des analyses sociales, des rapports sur les conflits aussi. Oui, une matière assez dense. Voilà. Et l'objectif, c'est d'essayer de dégager l'essentiel pour comprendre un peu mieux ce qui façonne l'Irak aujourd'hui et puis les défis qui se posent à lui. Mhm. Alors pour commencer, peut-être remonter un peu le temps, parce que le présent, il s'ancre toujours dans le passé, hein. C'est fondamental. On parle quand même de la Mésopotamie, berceau de la civilisation, rien que ça, mais plus près de nous, il y a eu l'Empire ottoman, bien sûr. Longue période. Et puis ce mandat britannique après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, ça n'a pas été simple, hein. Il y a eu cette insurrection en 1920. Oui, une période agitée déjà. Et finalement, l'indépendance arrive en 1932, sous forme de royaume, à Un l'époque. royaume qui ne va pas durer très très longtemps en fait. Exactement. Renversé en 1958, et là, on entre dans une période d'instabilité Oui. chronique, des coups d'État à répétition, jusqu'à la montée en puissance d'un parti, le parti Baas. Et ça nous mène progressivement à l'arrivée de Saddam Hussein à la tête de l'État en 1979. Exact. Saddam Hussein, une figure qui va marquer les décennies suivantes d'une manière terrible. Absolument. C'est le début d'une autre ère. Et quelle décennie! On pense aux conflits quasi incessants. D'abord, cette guerre terrible contre l'Iran dans les années 80, C'est 8 ans d'air. extrêmement meurtrière. Puis l'invasion du Koweït en 90. Ça déclenche la première guerre du Golfe. Oui, avec la coalition internationale. Et un embargo de l'ONU ensuite. Très lourd avec des conséquences humanitaires qui sont d'ailleurs encore débattues aujourd'hui. Oui, l'impact réel est complexe à évaluer, mais il a été sévère. Et pour finir ce cycle, si on peut dire, l'invasion menée par les États-Unis en 2003, sans l'aval de l'ONU cette fois. C'est un point crucial. Et ça renverse le régime de Saddam Hussein. Bon, ça nous amène à la situation politique actuelle finalement. Comment le pays s'est organisé après tout ça? C'est une réorganisation extrêmement complexe qui s'est mise en place. Aujourd'hui, sur le papier, l'Irak est une république fédérale parlementaire. D'accord. Le système est pensé, en tout cas conçu, pour partager le pouvoir exécutif entre les principales communautés. L'idée, c'est d'éviter la domination d'un groupe, pour refléter un peu les lignes de fracture du pays. Concrètement, ça donne quoi alors? Alors, concrètement, on a un président qui est traditionnellement un kurde sunnite, actuellement Abdel Latif Rachid. Un premier ministre, lui, est issu de la communauté chiite, c'est Mohamed Chia al-Soudani. Et le président du Parlement est un arabe sunnite. Un équilibre institutionnel qui doit être... on imagine qu'il est précaire. Très précaire, oui. Et l'influence réelle, elle ne se limite pas du tout à ces postes officiels. Il y a des figures religieuses, notamment chiites, qui ont un poids considérable. Comme qui, par exemple? On pense au grand ayatollah Ali al-Sistani, une autorité morale immense, ou même un leader politique comme Moqtada al-Sadr, qui peut mobiliser énormément de monde. Leurs paroles pèsent très lourd, en coulisses ou même sur la scène publique. D'accord. Et pendant que cette politique essaye de trouver un équilibre, l'économie? Les sources qu'on a sont très claires là-dessus. Le pétrole, c'est le roi. Ah oui, ça c'est indéniable. Le pétrole domine absolument tout. L'Irak, début 2019, c'était le 5e producteur mondial et le 2e au sein de l'OPEP. C'est énorme. C'est colossal. Et le potentiel est encore plus grand. On parle d'augmenter la production de façon significative d'ici 2030. Mais il y a un grand si. La stabilité, j'imagine. Et les investissements. Exactement. C'est le grand si. Parce que, malgré cette manne pétrolière, et même s'il y a eu une croissance du PIB assez notable juste après l'invasion, Oui, vous avez les chiffres, hein? oui, il est passé d'environ 18,4 milliards de dollars en 2002 à quelque chose comme 47 milliards en 2006. Donc une forte hausse. Impressionnant. Mais les bénéfices ne ruissellent pas vraiment. C'est ça le problème. Le chômage et surtout le sous-emploi restent très très élevés. Et il y a ce paradoxe qui est toujours frappant, l'électricité. Un pays qui flotte sur le pétrole, mais qui peine à fournir du courant à sa population. C'est fou. C'est exactement ça. La production nationale est insuffisante, les coupures de courant sont quotidiennes dans beaucoup d'endroits, surtout l'été, et du coup, le pays dépend pour environ un tiers de ses besoins, de l'Iran voisin. Ah oui, quand même. C'est une vulnérabilité stratégique majeure.
Et ces difficultés économiques, elles s'ajoutent bien sûr à des défis sociaux et environnementaux qui sont... Parlons de l'environnement, justement. On entend souvent parler du pétrole irakien, c'est vrai, mais beaucoup moins de son eau. Pourtant, les documents qu'on a consultés sont assez alarmants à ce sujet. C'est plus qu'alarmant. C'est une menace existentielle pour le pays. Vraiment. Le changement climatique joue un rôle, bien sûr. Il réduit les précipitations. Oui. Mais le problème principal, c'est le débit du Tigre et de l'Euphrate. Les deux fleuves mythiques qui traversent le pays. Leur débit a chuté de façon dramatique. Et pourquoi? La cause principale, ce sont les gigantesques barrages qui ont été construits en amont. En Turquie, surtout, mais aussi en Iran. Ces barrages contrôlent l'essentiel du flux d'eau avant même qu'il n'arrive en Irak. Et les conséquences sur place? Désastreuse. Pour l'agriculture, c'est une catastrophe. Sa production aurait chuté de 40% entre 2014 et 2021. C'est énorme. 40%? Oui, et ça contribue aussi au déplacement de population. Les gens quittent les zones ruraux qui deviennent invivables. On comptait encore plus d'1 million de déplacés internes en 2024. Des populations qui ont déjà été tellement éprouvées par les conflits, je pense notamment aux minorités. Oui, les minorités ont payé un tribut absolument effroyable ces dernières décennies. On pense aux chrétiens, ils étaient peut-être 1,5 million avant 2003. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, les estimations tournent autour de 150 000. C'est une chute vertigineuse. Et puis, il y a les yézidis qui ont subi un véritable génocide aux mains de Daesh. C'est terrible. Et n'oublions pas les conséquences sanitaires des guerres. Il y a des études, controversées mais présentes, qui pointent une corrélation possible entre l'utilisation de munitions à uranium appauvri par la coalition et une augmentation de certains cancers ou de malformations congénitales dans certaines zones. C'est un tableau très sombre. Et l'éducation dans tout ça. J'ai lu une note assez surprenante ici sur un prix UNESCO reçu par le régime de Saddam Hussein en 1982 pour l'alphabétisation. C'est assez ironique, non, vu la situation actuelle des ailleurs. C'est un contraste tout à fait saisissant, oui. S'il y a eu des efforts d'alphabétisation à une époque, peut-être avec des objectifs politiques aussi, hein. Sans doute. Aujourd'hui, le système éducatif irakien est en crise profonde. Il manque cruellement d'infrastructures. On estime que la moitié des écoles auraient besoin de réparations majeures, voire d'être reconstruites. Les classes sont surchargées, Et les inégalités. criantes. Entre ceux qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, souvent de meilleure qualité, et les autres qui dépendent d'un système public défaillant. Ça creuse encore plus les fractures sociales existantes. Bon, alors si on essaye de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle irakien, qu'est-ce qui ressort? Ben, ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est cette accumulation, cette superposition de couches. Vous avez un héritage historique prestigieux, mais qui semble très lointain aujourd'hui. Oui, ma Mésopotamie. Voilà. Ensuite, vous avez les cicatrices, très très présentes, elles, des guerres successives, de la dictature. Puis cette économie de rente, basée quasi exclusivement sur le pétrole. Elle crée de la richesse, certes, mais aussi énormément de dépendance, de corruption, d'inégalité. Et une société fragmentée. Une société profondément fragmentée, selon des lignes ethniques, religieuses, politiques. Et par-dessus tout ça, comme une chape de plomb, l'urgence environnementale. Avec en premier lieu cette crise de l'eau, qui menace les fondements même du pays. C'est un tableau complexe et, il faut bien dire, assez sombre quand même. L'Irak semble vraiment pris dans un étau, entre son histoire récente, très lourde, ses divisions internes profondes, et puis ses menaces vitales comme le manque d'eau ou l'instabilité politique qui revient toujours. Tout en étant assis sur une fortune pétrolière potentielle. Exactement. C'est tout le paradoxe. C'est toute la tragédie et, en même temps, tout le défi irakien. Comment sortir de cette équation? Comment concilier tout cela? Oui, c'est la question centrale. Face à cette mosaïque de défis qui sont tous interconnectés, le politique, l'économique, le social, l'environnemental, quelle alchimie, quelle voie l'Irak pourrait-il trouver pour transformer ses richesses potentielles en une stabilité qui soit enfin durable et en une prospérité qui soit réellement partagée par tous ses citoyens, toutes communautés confondues? Une question immense. On va laisser cette question en suspens pour aujourd'hui. Merci pour cet éclairage et à la prochaine fois pour une nouvelle exploration.